Avec la complicité du centre de parachutisme de Spa Skydive, une quinzaine de handicapés de la vue ont fait le grand saut. Pour certains, c'était une première et pour les autres qui y avaient déjà goûté, eh bien l'occasion de vivre à nouveau cette fameuse montée d'adrénaline qui pousse à aller au-delà de ses limites. C'est l'ASBL Blind Challenge qui orchestrait cette activité ouverte aux personnes handicapées, mais pas que. L'un des leitmotifs de l'association étant l'intégration. Avant de recevoir Renaud Dumonceau, responsable de l'ASBL Blind Challenge, je vous propose de voir ou de revoir le reportage réalisé à l'aérodrome de Spa lors de cette initiation au parachutisme. Ça se passait mercredi dernier. Ils sont une trentaine, dont 15 déficients visuels, à s'être donné rendez-vous ici, au centre de parachutisme de Spa Skydive. Dans une poignée de minutes pour les uns, quelques heures pour les autres, ils s'élanceront dans le vide. Cette idée un peu folle, on la doit à la ASBL liégeoise Blind Challenge, qui depuis 13 ans joue la carte de l'intégration par le sport. Massoum a 27 ans, il est non-voyant depuis l'âge de 14 ans. Sa rencontre avec l'ASBL il y a quelques années a été pour lui déterminante. Ça a changé ma vie, franchement, ça a vraiment changé ma vie. Parce qu'au niveau du sport adapté, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de club qui existe. Et ici, grâce à Blind Challenge, j'ai pu faire beaucoup de sports différents. Et puis aussi accepter mon handicap. Enfin voilà. Le saut en parachute, j'ai déjà fait. Et justement, suite à l'expérience que j'ai eue, j'ai voulu le partager à d'autres personnes qui peut-être n'auraient pas osé sauter sans l'effet de groupe. Et du coup, j'ai mis ça en place. Julie, elle, est malvoyante de naissance. Après des études en communication, elle a quelque peu travaillé dans les médias. Mais la précarité de l'emploi et ses problèmes de santé ont changé la donne. Elle a choisi aujourd'hui d'œuvrer comme bénévole pour plusieurs associations et fait de la sensibilisation au handicap dans les écoles. Elle aussi a déjà sauté en parachute. J'ai toujours dû me dépasser pour arriver à faire quoi que ce soit. Et donc, ici, c'est une chose en plus et c'est des défis qui sont gagnés petit à petit, un défi à la fois. Et finalement, j'arrive à faire des choses assez impressionnantes, moi, qui me plaisent. Et voilà, je crois que la vie a plein dents et on profite. C'est un peu ça ma philosophie de vie. Les premiers à sauter en tandem embarquent avec leur moniteur aux alentours de 15 h. Thomas et Marie-Ève sont du voyage. Au départ, étant dans l'avion, j'ai eu un peu peur, la boule au ventre. Quand la porte s'est ouverte, là, je me suis demandé où est-ce que j'étais. Et ensuite, quand on a sauté, moi, j'ai plus pensé à rien, mais j'ai eu peur au moment où on était vraiment en chute libre. J'ai eu une sensation d'émerveillement, la peur au ventre, comme je dis. Et j'étais super heureuse, c'est la joie. Avec mon moniteur, dès qu'on a sauté, ça a été que du bonheur. Ce que j'ai ressenti, c'est durant la chute libre, c'est beaucoup de vent glacial sur le corps. Donc, oui, quand on est malvoyant, il a les autres sens qui sont plus développés, donc on peut dire le toucher dans ce cas-là. Et c'était vraiment le moment pas très gai, surtout le vent, les rafales de vent dans la face. Et quand le parachute s'est ouvert, le moniteur faisait pivoter donc le parachute à gauche et à droite, nous faisait tourner en rond et ça donnait des chouettes sensations aussi. À refaire. À refaire à 100% sûr. Il y a d'autres choses que tu aurais envie d'essayer comme ça? Le parapente c'est fait, le paramoteur c'est fait aussi. Mais le saut à l'élastique, je ne l'ai pas encore fait, ce serait cool de le faire une fois. J'aime bien tout ce qui est sensation forte en fait. J'ai toujours aimé l'adrénaline. Ça fait partie de moi en quelque sorte.
En tout, il faudra 8 avions pour emmener tour à tour tout ce petit monde s'envoyer en l'air à quelques 4000 mètres d'altitude. Tous ont sauté et ne semblent pas prêts à s'arrêter là. Philippe Renaud du Monceau, merci de nous avoir rejoints. Alors, avant de parler de l'ASBL que vous avez fondée en 2005 et qui compte aujourd'hui plus ou moins 2000 membres actifs et sympathisants, j'aimerais bien qu'on revienne tout d'abord sur votre parcours parce que vous êtes vous-même non-voyant. Comment c'est arrivé? Vous avez vu au départ et puis vous avez eu une maladie génétique qui vous a privé finalement de l'usage de vos yeux. Donc je suis né avec une mauvaise vue, et puis à l'âge d'une vingtaine d'années, 20 ans, ma vue s'est dégradée pour me retrouver, je veux dire, dans un épais brouillard. Et nous sommes plusieurs personnes dans la famille à avoir perdu la vue, une maladie génétique, donc la maladie de Leber. Et puis voilà, à 20 ans, vous imaginez bien que ça n'a pas été simple. Et heureusement que j'ai rencontré des gens pour m'aider et des professionnels comme l'œuvre royale de la lumière, par exemple. Vous avez eu jusque-là, on va dire, une scolarité plus ou moins normale, avec les difficultés que vous pouviez déjà rencontrer, puisque vous étiez déjà malvoyant. Mais à partir de 20 ans, vous venez de le dire, vous êtes entré à l'ASBL La Lumière, et là, vous avez pris des cours de braille, et puis vous avez réappris, quelque part, à être autonome. Qu'est-ce que ça veut dire être autonome ou réapprendre à être autonome quand on est déficient visuel? Déjà pouvoir se déplacer avec la canne, voilà, ça ne s'improvise pas. Donc c'est une psychomotricienne qui m'a expliqué comment se déplacer, pouvoir cuisiner soi-même, pouvoir aller faire ses courses, apprendre à gérer sa vie. Et ça, quand on n'est pas dans le cas, c'est quand même assez difficile. Et heureusement qu'il y a des professionnels. Et pour revenir à ma scolarité, même si j'ai suivi une scolarité normale, c'était quand même compliqué rien que de lire, par exemple, au tableau. Alors, votre problème s'est installé progressivement, mais vous avez eu un sentiment de colère par rapport à ce qui vous arrivait. Comment est-ce qu'on vit quand même les choses quand elles se passent comme ça? Colère, cette différence. incompréhension, on pense que le ciel nous tombe sur la tête, on ne comprend pas, et pour après, grâce à des personnes, grâce à leur sport, mais ça on en reverra certainement plus tard, ça m'a permis d'accepter, même si au fond de soi on n'accepte pas toujours complètement. Quand même. Alors en 2005, mais avant ça, oui, vous vous êtes un petit peu pris au jeu du sport. Vous avez commencé à être un peu boulimique et à vous lancer toute une série de défis. Vous avez fait des randonnées énormes, vous avez fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui compte quand même pratiquement 2000 km que vous avez bouclé en 75 jours, si je ne me trompe. Vous avez été au Népal, vous avez été au Maroc, vous avez fait le Haut-Atlas, enfin vous avez fait du saut à l'élastique, vous avez fait du parachutisme, enfin vous avez pratiquement touché à tout. Chaque fois avec beaucoup de détermination. Alors effectivement, il y avait ce problème de handicap, mais il y avait quand même un mental extrêmement fort derrière tout ça. Oui, je pense que le mental, c'est ce qui m'a aidé, mais bien sûr le sport, moi qui n'étais pas un très grand sportif, on m'a vraiment galvanisé à faire du sport un maximum, et là je me suis rendu compte que pour mon mental, c'était ce qui me convenait le mieux, et puis coïncidence, on me propose de faire du ski et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Et puis la randonnée en moyenne et haute montagne, toujours envie d'aller plus haut et surtout à une époque. Et donc c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté et le sport a été vraiment aussi une révélation pour moi, quoi. Alors le ski, c'est vrai que ça paraît toujours, pour nous qui sommes voyants, ça paraît complètement hallucinant. Comment ça se passe? Vous êtes guidé par la voix? C'est comme ça que ça se passe? Il y a deux systèmes. Donc il y a les personnes malvoyantes qui, elles, vont suivre leur guide. Pardon, et avec un habit contrasté, la personne handicapée de la vue arrive à suivre. Tandis que les personnes qui ne voient pratiquement plus ou qui ne voient plus du tout, eux, ils sont guidés à la voix. Et gauche et droite, ça a l'air simple comme ça, mais c'est toute une technique et un apprentissage que Blind Challenge propose. Alors, en 2005, je l'ai dit, vous créez l'ASBL, justement, Blind Challenge. C'est l'envie de partager votre parcours de vie et votre croyance en l'intégration par le sport
Oui, très envie de partager et de faire découvrir. Et vu que j'ai aimé, on va pas reciter tous les points, ainsi que le parachute, le ski, mais je me suis dit pourquoi pas ne pas le proposer à d'autres personnes qui sont dans ma situation et également aussi à d'autres personnes bien sûr voyantes. Et c'est parti à partir de ce moment-là où vraiment un échange et partager, c'est quelque chose qui nous apporte et qui me plaît beaucoup de faire découvrir le parachutisme, le ski surtout. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi valorisant pour moi. Et comme je dis, vraiment, il y a un échange et beaucoup d'émotions et de joie, bien sûr. Quand vous avez relevé tous ces défis, vous l'avez fait pour vous ou pour prouver aux autres que vous étiez aussi capable de faire ces choses? Ou un peu des deux, j'imagine? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Et puis, on a fait un premier sommet à 2500 mètres d'altitude. Puis, à mon guide, en fait, ces jours m'a permis de faire 4000 mètres d'altitude. J'étais un peu seul à l'époque et heureusement j'ai rencontré des gens formidables au niveau de la montagne. Et puis après avoir fait plusieurs sommets à 4000 mètres dans les Alpes, là, comme tout alpiniste ou randonneur, on a envie d'aller un peu plus haut, et aller au Népal. Et c'est là qu'est arrivée la possibilité de faire plusieurs 5000 et le dernier à 6476 mètres d'altitude. Mais ça, c'était en 2004. Et donc là, ça a été aussi une révélation. Et c'est vrai que c'est le but aussi de se prouver à soi-même et de montrer aux autres personnes qu'avec un handicap, eh ben, on peut déplacer des montagnes sans faire de jeu de mots. Les personnes handicapées qui viennent vous rejoindre, c'est dans cette optique-là aussi, où au départ, elles pensent quand même peut-être c'est un peu fou de faire du ski, de sauter en parachute, mais j'imagine que le fait qu'il y ait un nombre assez considérable de personnes qui s'y adonnent et qui s'y essayent, elles sont un petit peu entraînées dans cette envie de se lancer des défis et de relever justement ces défis. Et puis si on le fait, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Donc, et puis, une espèce d'émulation comme ça. Et il y a tellement de gens qui parlent entre eux, c'est du bouche à oreille. Et là, on a vraiment une demande. Donc c'est quelque chose aussi qui nous plaît, même si on ne sait pas toujours gérer et tout. Mais rien que pour le stage de ski, par exemple, là, on est déjà à une trentaine de demandes. Et là, on est toujours tributaire de guides et d'aspirants guides. Donc ça, c'est toujours un peu plus compliqué de devoir refuser personne. Mais voilà, les gens ont envie de se donner des challenges. Et on le voit bien au parachute, ici à Spa, au saut en parachute, d'avoir près d'une trentaine de personnes, dont la moitié de personnes handicapées de la vue. C'est quelque chose de magnifique de pouvoir rassembler autant de personnes. Qui se rassemblent avec aussi des personnes voyantes. C'est ça aussi l'objectif de votre ASBL, c'est de mélanger tout le monde. Et que ce soit finalement un défi pour chacun. Pour chacun. Et d'ailleurs, notre devise, c'est l'intégration. Et même si l'association s'appelle Blind Challenge, c'est une association bien sûr pour personnes non et malvoyantes, mais dans laquelle on intègre des personnes voyantes. Comme ça, il n'y a pas de ghetto. On est vraiment, je veux dire, dans la masse où on essaye en général à nos activités d'être une personne handicapée de la vue pour 4-5 personnes voyantes. Vous me disiez tout à l'heure que votre activité phare, c'est les stages de ski qui rencontrent de plus en plus de succès et que vous êtes continuellement finalement à la recherche de personnes voyantes qui acceptent de jouer le rôle de guide et qui encadrent les non et les malvoyants. On est toujours à la recherche, donc si on a un peu de temps et si on veut vivre cette expérience qui est vraiment une très belle expérience, on a certains de nos guides et aspirants guides qui ne veulent plus aller skier seuls parce qu'ils m'ont déjà dit, nous on s'ennuie, on a envie de guider et c'est vraiment un échange et même après le ski on a l'occasion d'en discuter, on parle de notre journée, il y a vraiment un partage, donc ce n'est pas vraiment une contrainte, le tout c'est d'être bon skieur et comme je dis, il y a vraiment un partage, un échange, que ce soit la personne handicapée de la vue ou le guide et c'est des moments vraiment magiques et voilà, on est toujours tributaire de guide, on est une centaine à partir dont un tiers de personnes non et malvoyantes, mais on est toujours bien sûr à la recherche de guides et d'aspirants guides et je sais que sur Verviers, il y a beaucoup de nos membres qui sont originaires de la région et donc un petit appel, quoi.
J'imagine que toutes ces activités, elles ont quand même un coût. Comment vous financez tout ça? Il y a des cotisations, il y a des dons, comment ça marche? On a certains dons de nos bénéficiaires, on est aidé aussi par certains pouvoirs publics, certains ministères, certains services clubs. On a la chance d'avoir dans notre association quelques responsables ou membres de services clubs. Et donc eux, ils nous donnent de temps en temps un petit coup de main. On a déjà été aidé par CAP 48. On demande une cotisation annuelle qui s'élève à 15 €. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça c'est toujours un peu plus compliqué de trouver les subsides. Il faut savoir aussi que Blind Challenge est une association qui ne fait pas de différence vu qu'on a été avec les personnes voyantes. Et chez nous, tout le monde paye la même chose. Qu'on soit handicapé de la vue ou voyant, tout le monde paye la même chose. Et ça, c'est notre philosophie. Et bien souvent, quand on est dans le handicap, on paye toujours un peu plus cher, ou voire même beaucoup plus cher pour être encadré. Tandis que nous, on fait le même prix pour tout le monde. Et voilà. Alors aujourd'hui, on sait que il y a quand même pas mal d'avancées technologiques qui ont permis aux non-voyants et malvoyants d'être des personnes plus autonomes. J'imagine que c'est effectivement plus facile qu'il y a 10 ou 15 ans d'ici. Il y a les tablettes, il y a les portables, il y a pas mal de choses qui vous facilitent la vie aujourd'hui. Oui, et même pour les étudiants, je pense surtout à eux. À une époque, c'était assez compliqué. Le braille est toujours d'actualité, bien sûr, mais avec tous les programmes vocaux, c'est quand même, ça a changé notre vie. J'ai la chance de pouvoir gérer l'association, même si on a des comités, on a un conseil d'administration, mais j'ai quand même la chance de pouvoir gérer l'association en grande partie seule, grâce à l'ordinateur et un programme vocal. Je peux envoyer des mails, consulter Internet. Je travaille beaucoup dans Word et Excel, donc c'est quand même un outil extraordinaire pour notre autonomie. Lire du courrier grâce à un scanner. On a aussi des smartphones avec un programme vocal dedans, et on peut avoir des GPS. Et il y a certaines personnes non et malvoyantes qui se débrouillent aussi bien que des personnes voyantes, peut-être même mieux aussi. Si ces avancées technologiques ont permis aux personnes handicapées d'améliorer, on va dire, leur quotidien, est-ce qu'on peut dire la même chose du regard des gens sur le handicap? Est-ce que ça change? Est-ce que ça a évolué aussi rapidement que ces avancées technologiques? Ou est-ce qu'il reste quand même encore pas mal de travail à faire? Ben oui, il reste quand même du travail. Et puis quand on ne connaît pas le domaine ou le handicap, on est peut-être moins sensible, ou le handicap fait peut-être peur. Donc c'est vrai que parfois le regard des personnes, c'est un peu plus compliqué. Ou alors il y a des gens qui sont plus empathique, mais je veux dire, il y a quand même, ça a quand même évolué, mais c'est pas toujours encore évident le regard des personnes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus, selon vous? Peut-être plus les sensibiliser. Maintenant, il y a des personnes qui veulent nous aider, elles veulent faire de trop. Je me souviens d'une anecdote où on me fait traverser la route alors que je ne l'avais pas demandé. Les gens essayent de faire au mieux. Je sais que parfois, ce qui est compliqué, c'est que moi, j'ai déjà eu des chiens guides, donc je peux en parler. C'est quand même plus facile de se déplacer avec un chien guide. Dans un magasin, il va trouver la porte directement. Moi qui n'ai plus de chien, parce que c'est un choix personnel, c'est un peu plus compliqué pour moi, ou pour les personnes dans ma situation, pour trouver la porte d'un établissement ou la porte. Donc c'est vrai que maintenant, on a des téléphones et on peut très bien appeler l'ami chez qui on va. Mais si c'est un magasin, eh ben là, moi, je demande régulièrement aux personnes de l'aide. Et ça arrive quand même régulièrement qu'on ne nous réponde pas. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne n'a pas entendu, peut-être que la personne n'a pas compris. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit peu. Ou alors ça arrive aussi, vous savez me donner, je ne vais pas donner citer de nom de magasin, mais vous savez me dire, et on me dit, c'est après le panneau jaune par exemple. Et ça, voilà, les gens ne savent pas. Ça vous aide pas beaucoup, ça? Non, ça ne nous aide pas beaucoup, mais les gens ne le font pas mal. Mais voilà, et quand on est
qu'on ne connaît pas le domaine, parfois voilà, on est peut-être un peu maladroit, mais vaut mieux l'être que de ne pas nous aider du tout, quoi. Ce qui a pu peut-être vous aider, en revanche, c'est peut-être toutes ces opérations, je pense à CAP 48, je pense aussi aux Jeux paralympiques qui ont aujourd'hui une visibilité qu'ils n'avaient pas auparavant. Ça, ce sont peut-être des choses qui permettent de faire avancer le schmilblick, je vais dire. Oui, aussi. Puis la Ligue handisport fait un travail extraordinaire. On l'a encore vu ici dernièrement aux Paralympiques en Corée. Donc c'est vrai que c'est ces associations, ces groupes qui montrent, je vais dire aussi l'exemple et une belle preuve aussi d'intégration et de travail, quoi. Une petite dernière question. Le fait d'avoir perdu la vue, ne vous a-t-il pas finalement ouvert les yeux, passez-moi l'expression, sur d'autres choses, sur des choses que peut-être les voyants que nous sommes n'ont pas accès ou ne voient pas? Une autre perception de la vie, de la réalité. Oui, déjà, je pense qu'on voit différemment avec les mains, avec le cœur, et ça, c'était important. Maintenant, si j'avais la vue, et Dieu sait si... j'aurais préféré, bien sûr, la garder, même si elle n'était pas très bonne. Je n'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait, rencontrer toutes les personnes, et ça m'a vraiment apporté beaucoup. Les voyages, j'aurais peut-être pas fait de la montagne, fait du sport, du ski, du parachutisme, du parapente. Donc quelque part, voilà, ça m'a quelque part apporté quelque chose de différent, et voilà, j'aurais peut-être une vie beaucoup plus monotone. Et grâce ou à cause de mon handicap, ma vie est beaucoup plus riche au niveau rencontres. Philippe Dumonceau, Philippe Renaud Dumonceau, merci d'avoir accepté notre invitation.